Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont en hausse avant l'échéance du contrat futur sur le CAC cet après-midi à 16h. C'est une journée d'échéance mensuelle. L'expiration des produits dérivés et contrats futurs sur les indices pour le mois de mai. Le CAC qui reste en attendant proche de ses plus hauts récents, atteint mardi à plus de 6400 points. Le CAC qui tourne autour de 6375 points à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Alors que les nouvelles sur le front économique sont bonnes en provenance de la zone euro. On n'en attendait pas moins des enquêtes de conjoncture, des enquêtes PMI pour le mois de mai. Les premières estimations qui montrent une accélération du rattrapage de la partie service par rapport à la partie manufacturière. C'est tout à fait cohérent évidemment avec les programmes de réouverture des économies qui sont en train de se mettre en place en Europe jusqu'à la fin du mois de juin. Donc une accélération des services et au global une activité privée en zone euro qui était à son plus haut niveau d'expansion depuis 3 ans maintenant selon ces enquêtes PMI de l'Institut Markit. Le vendredi, c'est l'heure de parler de vos finances, votre patrimoine, notre rendez-vous patrimonial du jour qui s'intéressera à 2 sujets particuliers. L'ISR, évidemment, incontournable désormais. Comment choisir ces fonds ISR? Et puis l'autre sujet concernant l'immobilier, voilà, la pierre angulaire du patrimoine des Français. Comment réussir son OBO en matière immobilier? Comment réussir le refinancement de ces biens immobiliers? Là aussi, c'est un des sujets dont on parlera dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la Bourse de Paris au sein de cette séance marquée par la publication des indices PMI Flash en zone euro depuis ce matin, mais aussi marquée par l'arrivée à échéance de plusieurs produits dérivés, notamment les options ou encore les contrats futurs, ce qui entraîne généralement des volumes plus importants au sein de cette journée dite des 3 sorcières. En ce qui concerne les PMI Flash publiés tout au long de la matinée, ils montrent dans l'ensemble une reprise de l'activité au mois de mai dans les premières estimations en zone euro. En zone euro d'ailleurs, tout d'abord l'activité dans le secteur privé atteint son rythme le plus élevé depuis plus de 3 ans et progresse à 56,9 points au mois de mai après 53,8 points au mois d'avril. Une tendance portée par une forte reprise dans le secteur des services qui est venue s'ajouter au dynamisme déjà présent dans le secteur manufacturier. Avec les différentes mesures de déconfinement, le secteur des services en zone euro voit son indice PMI passer de 50,5 points au mois d'avril à 55,1 points au mois de mai, largement au-dessus du consensus. En France, la situation est similaire avec un indice PMI Flash composite de l'activité globale qui se redresse à 57 points au mois de mai avec dans le détail une activité des services qui remonte à 56,6 points en mai donc contre 50,3 points au mois d'avril tandis que l'activité manufacturière progresse de son côté à 59,2 points contre 58,9 points au mois d'avril. En Allemagne en revanche, si les services atteignent leur niveau le plus élevé depuis près d'un an à 52,8 points, les tensions d'approvisionnement pèsent sur l'activité manufacturière, dont de l'activité manufacturière qui semble reculer selon l'indice PMI Flash au mois de mai. L'indice qui passe de 66,2 points au mois d'avril à 64 points au mois de mai. Les investisseurs qui découvriront cet après-midi les estimations PMI Markit pour les États-Unis, mais aussi en zone euro, l'indice de confiance des consommateurs. Et si on regarde à présent les valeurs qu'il faut suivre depuis ce matin à la Bourse de Paris, on note que Saint-Gobain annonce l'acquisition de Chryso. Chryso, société spécialisée dans la chimie de construction, une transaction à 1,02 milliard d'euros financée par Saint-Gobain avec le produit de cession réalisé ces dernières années. On note également que Vallourec annonce un résultat brut d'exploitation à 80 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 17,6% sur un an, alors que son chiffre d'affaires, justement, lui, baisse de 17% environ à 702 millions d'euros.
On note toujours avec des publications d'entreprises que Colas fait état de son côté d'un chiffre d'affaires en progression de 3% sur un an à 2 milliards d'euros. Colas qui affiche une perte nette de 227 millions d'euros, soit près d'un quart de moins que les 300 millions d'euros de perte à la même période il y a un an. Et De Richebourg voit de son côté son résultat net triplé à 73,6 millions d'euros pour le premier semestre cette fois-ci de son exercice décalé. Son chiffre d'affaires progresse lui d'un peu plus de 25% à 1,65 milliard d'euros. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers, notamment le prix du baril de Brent, donc en ce qui concerne le pétrole, un baril de Brent qui est à la mi-journée aux alentours des $65, l'euro-dollar qui lui est à 1,22 $ pour 1 euro, et on regarde également le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui lui est aux alentours des 1,63%. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. On parle de vos finances personnelles, la gestion de votre patrimoine chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse avec deux invités que je vous présente. Géraldine Métifeux qui est avec nous, associée fondatrice du cabinet de conseil en gestion de patrimoine Alter Egal. Géraldine, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Et Sylvie Filière qui est avec nous également, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Bonjour Sylvie. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Géraldine, je commence avec vous. Le sujet du jour, c'est l'ISR. Comment choisir ces investissements socialement responsables? Parce que oui, vous le confirmez Géraldine, tous vos clients demandent du sens dans leur placement aujourd'hui. Oui, alors je suis pas sûre qu'ils sachent vraiment le qualifier, mais en tout cas, oui, il y a un moment où l'ISR, c'est pas de la tarte à la crème, mais l'ISR, c'est une requête de nos clients. Ils en ont entendu parler. Nous, on en parle, et dans le milieu professionnel, évidemment, on parle que de ça. Mais oui, les clients des CGP sont au courant quand même de ce type d'investissement aujourd'hui. Ils sont complètement au courant, ils sont en demande. Et en revanche, il faut faire un tri derrière. Ouais. Et c'est là où notre job peut être intéressant pour un peu aiguiller les épargnants sur l'ISR, il y en a partout, mais lequel je choisis. Ouais. L'investissement socialement responsable, et peut-être partons de là, qui repose sur ces fameux critères ESG. Exactement. Comment vous définissez d'ailleurs cette grille d'analyse extra-financière, Géraldine? Alors, moi, je ne la définis pas, mais l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le fait très très bien sur son site internet. Effectivement, il faut rappeler, vous avez raison Grégoire, que l'ISR s'intègre en fait dans une démarche ESG. Et l'ESG, c'est ce qu'on a souvent en tête que l'environnement. Donc on a un peu, voilà. Mais c'est pas que cela, c'est des critères environnementaux, pas facile à dire, pardon, des critères sociaux et de gouvernance. Et il y a quelques exemples sur le site de l'AMF, comme les émissions de CO2, la consommation d'électricité, le recyclage de déchets pour le pilier E, le pilier environnemental naturellement, la qualité du dialogue social, l'emploi des personnes handicapées, la formation des salariés pour le pilier social et le pilier G, le pilier gouvernance, où on retrouvera la transparence des rémunérations, par exemple, des dirigeants, la lutte contre la corruption, la féminisation des conseils d'administration et ainsi de suite. Donc voilà, ça englobe quand même assez largement, le ESG est assez large comme définition. Qu'est-ce qui fait qu'un fonds est ISR? C'est ça qui est intéressant, c'est comprendre la mécanique entre les critères d'analyse extra-financiers ESG. Est-ce que c'est suffisant pour caractériser un fonds comme étant un fonds ISR, d'autant qu'il y a un label aussi qui existe aujourd'hui et qui labellise des centaines de fonds sur la place aujourd'hui. Oui, alors c'est peut-être aussi le défaut de ce label ISR où on s'y retrouve peut-être pas très bien. Mais ça vient peut-être aussi du fait que l'ESG est aussi très très large. Pour s'y retrouver, pour qu'un fonds soit ISR, il ne faut pas seulement qu'il exclue par exemple des sociétés qui emploieraient des mineurs dans le textile par exemple. C'est pas que cela. Il ne faut pas juste avoir une liste d'exclusion, il faut avoir une vraie démarche liée à la durabilité de l'entreprise. Il faut avoir une démarche ESG pour la gestion de sa société et l'appliquer pour la gestion de ses fonds, de ses OPC. Exclure des secteurs ou des univers d'investissement, ça ne suffit pas à caractériser un investissement socialement responsable. Exactement. C'est-à-dire que si vous vous souvenez, il y a quelques années, on pouvait exclure l'armement, par exemple. Et c'est pas suffisant. Ces démarches-là ne sera pas suffisantes. Il faut vraiment avoir... Le tabac, les armes, ça suffit pas pour dire mon fonds est ISR. Non, ça suffit pas. Alors, ça suffit même pas pour dire qu'on est ESG. Donc, c'est dire que ça suffit pas pour dire qu'on est ESR. Et en fait, dans l'ESG, et pour être ISR, il faut avoir en fait publié en fait même une recommandation de l'AMF. Il faut même publier un guide, une charte de transparence, un guide de transparence. Il faut adhérer à des chartes
par exemple la charte PRI des Nations Unies. Mais quand on a dit ça, il ne faut pas oublier que adhérer, label, ça veut dire payer aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Donc parfois l'ESG peut être parfois un peu plus vertueux finalement que l'ISR, parce qu'on va voir qu'on va trouver des fonds qui sont certes ESG mais pas forcément ISR. Les deux ne s'imbriquent pas. C'est-à-dire que l'ISR est nécessairement ESG, mais l'ESG ne veut pas dire ISR. Une fois qu'on est ça, il faut qu'on s'y retrouve quand même. Ouais. Comment on fait son choix, sachant qu'il existe en plus, alors vous l'avez dit, l'ESG c'est très large, c'est une grille d'analyse finalement très large. Il faut que ce soit une démarche positive des gérants, vous dites, pour caractériser le côté socialement responsable. Il y a différents styles ou différentes approches également qui existent, Géraldine. Tout à fait. Alors, il y en a vraiment beaucoup. J'ai pris un parti d'en prendre deux parce qu'elles sont pas des approches caricaturales, mais elles sont assez opposées. D'abord, il y a l'approche best effort, avec mon meilleur anglais. Qu'est-ce qu'on met là-dedans en fait, quand on choisit d'être un fonds ISR best effort ou ESG best effort, c'est-à-dire qu'on va choisir des sociétés qui vont faire leurs meilleurs efforts pour atteindre tel ou tel objectif du pilier, d'un des piliers ESG ou de plusieurs piliers ESG. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne sont pas forcément très ESG compatibles à date, au moment où on se parle, mais qu'elles tendent à le devenir extrêmement vertueuses. Là-dedans, on va pouvoir retrouver des fonds comme des sociétés comme Total. Bien sûr. Qui à date, c'est plutôt l'énergie fossile, on met de l'essence dans sa voiture, mais c'est en fait une entreprise qui s'est fixé un objectif de zéro carbone, émission zéro carbone en 2050, et qui met des milliards d'euros dans cet objectif, donc elle devient vertueuse. Là, on s'intéresse à la dynamique, à la trajectoire et à la crédibilité de la trajectoire des entreprises. Exactement, et puis comme ce sont des sociétés cotées, il y a quand même des points de rendez-vous. Bien sûr. Donc on ne fait pas n'importe quoi en se disant, tiens, je vais mettre ESG. Donc voilà, c'est ça, mais c'est aussi des actions chinoises. Parce que la Chine, intuitivement, on charbon, tout ça. Même des gouvernance, pour sortir juste du E de l'ESG, la question de la gouvernance en Chine, elle peut se poser. Même sociale. Pour un certain nombre d'entreprises. Et la question sociale, évidemment. Et pour autant, c'est encore dans cette catégorie best effort où on va pouvoir trouver des sociétés ou même une dynamique économique qui souhaitent se mettre dans l'ESG parce que fondamentalement, tout le monde va être ESG un jour. On a tous vu passer le règlement SFDR en Europe où toutes les sociétés, même de la taille modeste d'Alter Égal, devrait également avoir une implication ESG. SFDR, c'est la réglementation la règle de déclaration, c'est ça effectivement, de la partie responsable ou soutenable de vos activités, c'est ça ? Exactement, de durabilité de l'entreprise, de pérennité et ainsi de suite. Bon, alors il y a l'approche best effort, effectivement. Il y a des approches beaucoup plus restrictives dans l'ESG également. Tout à fait. Il y a par exemple le best practice. En fait, là, le best practice, le best in class, où là, en fait, tout simplement, c'est celui qui a déjà tout bon. C'est celui qui a déjà coché tous les piliers, ou un maximum dans chacun des piliers, qui a déjà mis en place tous les efforts, qui n'a plus de bouteilles d'eau en plastique dans ses bureaux, qui a une parité parfaite dans son conseil d'administration, etc. C'est ceux qui remplissent déjà toutes les cases. Bon, ils ne doivent pas être très nombreux, mais en tout cas, c'est une autre façon de le voir les choses. J'ai l'impression que ça, c'était le début, en fait. Parce que il y a 10 ans, l'intégration des critères ESG était quelque chose d'assez nouveau, effectivement. Et l'exclusion ou le best in class était finalement l'approche privilégiée parce qu'on était au début de cette vague ISR. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même plus tourné vers l'idée de l'effort, de l'accompagnement des entreprises qui se fixent des trajectoires, ou est-ce que les deux approches sont équivalentes pour vous, Géraldine ? Je ne pense pas qu'elles soient équivalentes, en tout cas en potentiel de valeur. Je pense qu'elles ne sont pas forcément équivalentes parce qu'effectivement, quelqu'un qui va chercher des fonds ISR et qui veut un fonds ISR et un gérant qui veut faire facile, peut-être qu'il va prendre directement quelque chose qui est déjà homologué, identifié, pour ne pas avoir d'erreur, pour ne pas être obligé de sortir le titre à un moment ou à un autre de son portefeuille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que c'est une démarche qui était plus ancienne sur ceux qui sont déjà labellisés tout beau. Et c'est vrai que cette dynamique qu'on a avec le best effort, je pense qu'elle englobe plus largement le monde dans lequel on vit. Et je pense qu'elle a un caractère assez vertueux, d'abord parce qu'elle a un côté dynamique, et par ailleurs parce qu'elle encourage chacun d'entre nous à faire des efforts pour tendre vers une meilleure politique ESG. Et au fond, certaines sociétés de gestion, à la fin je crois que c'était à la fin de l'année 2019, une société française qui commence par A, qui se termine par I, assez grosse en France. Voilà. Elle, par exemple, elle avait considéré que tous ses mandats seraient ISR à fin 2020. Donc ça a poussé quand même tout le monde à s'orienter vers l'ESG, vers l'ISR. Et c'est en soi vertueux.
Et j'ai l'impression que ça oblige également les gestionnaires d'actifs à s'impliquer beaucoup plus peut-être lors de l'Assemblée générale des actionnaires, par exemple. On voit beaucoup plus de sociétés de gestion qui étaient assez passives en termes de vote ou lors des grandes assemblées générales qui aujourd'hui sont beaucoup plus vocales sur ces sujets-là. Tout à fait, notamment sur Total. Mais en exactement, ce moment, par exemple, bien sûr. On en parle pas mal en ce moment. Et effectivement, ça donne aussi l'occasion aux actionnaires de se montrer eux-mêmes dans la politique ESG. Oui, on parlait des gérants qui devaient avoir une politique ESG, la société de gestion qui devait avoir une politique ESG pour elle-même, mais pas seulement la sélection des titres. Et bien, ça y participe. Et c'est un caractère qui n'est pas purement financier. C'est vraiment des critères extra-financiers qui sont désormais au moins aussi importants que les critères financiers. Une fois qu'on a dit ça, Géraldine, comment est-ce que vous conseillez vos clients dans leur choix ? Est-ce que ça dépend du profil, de mon approche, de ma philosophie personnelle, de mes opinions, de mes convictions ? Comment vous guidez justement vos clients là, dans des choix qui ne sont pas évidents ? Vous l'avez dit, c'est vrai que ça devient très très large et à terme, ce sera même plus un élément de différenciation. Tous les fonds vont être ESG à minima, voire peut-être sur des niveaux d'exigence ESG ou ISR importants. Alors effectivement, c'est pas forcément évident. On va être très honnête, on est quand même une gestion de patrimoine. Notre but, c'est bien sûr de pas commencer par pas faire perdre d'argent à nos clients. Et le but juste après, c'est d'en faire gagner. Ouais. Donc, on a quand même ce prisme. La raison d'être, c'est quand même celle-là. Donc, c'est un fonds qui est super ISR, qui est vraiment très très mauvais. On va peut-être pas le proposer quand même. Et ensuite, on discute avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui veulent une dimension ISR, mais comme on l'évoquait tout à l'heure en introduction. Et puis il y a ceux qui ont des idées très arrêtées sur le type d'impact qu'ils souhaitent avoir dans leurs investissements. Donc là, du coup, ça nous coupe un peu la chic, c'est-à-dire que c'est eux qui décident un peu plus et en fonction de cela, on va les orienter. Si on a la main complètement, si on s'intègre dans une démarche ESG mais qu'on a la main complètement, on sera plutôt sur le best effort. Vraiment, je considère qu'il y a sans doute plus de potentiel sur le best effort, plus de potentiel financier pour nos clients, j'entends. Ouais, j'entends bien, ouais. Et la question justement de la performance financière, c'est toujours une question qui se pose du point de vue des clients. Bien sûr, il y a toujours l'idée que peut-être en allant vers des investissements plus socialement responsables, je vais devoir dégrader un peu mes objectifs de rentabilité, ou est-ce que cette question-là, il y a eu beaucoup de recherches dessus, et je crois que tous les gérants peuvent vous démontrer avec force de graphique, de tableau, que non, il n'y a pas de perte de performance et même peut-être une génération supérieure de performance, mais du point de vue des clients, l'idée est toujours... En fait, ils vous disent, au fond, je veux bien sur cette partie-là, moins gagner, ou voilà. D'accord, mais ils sont prêts à se... ils sont prêts, ça c'est dans le discours. Après, je suis pas sûre. C'est ça. Si l'autre fait beaucoup mieux, le copain, je suis pas sûre qu'il me dise la même chose. Mais on a la chance d'avoir des fonds ISR, on pourra en citer quelques-uns si vous le souhaitez, on a la chance d'avoir des fonds ISR qui en réalité sont très performants de nos jours, ou ESG qui sont malgré tout très performants. Et objectivement, quand on regarde dans les fonds qu'on a choisis pour nos clients, si on regarde par exemple depuis le début de la crise, plutôt la fin de la crise, la fin de la crise financière, j'entends, oui, bien 2020, sûr. Dans les fonds qu'on a choisis, au moment où on l'a fait, Grégoire, très honnêtement, on n'a pas regardé trop ISR. On a regardé ce qu'ils pouvaient rapporter à nos clients, mais il se trouve que dedans, il y avait des fonds ISR. Ouais. Donc, et la performance était parfaitement au rendez-vous sur les deux niveaux. Donc l'ISR ne semble pas être une contrainte. Un frein à la performance, bien sûr. Je pense pas, non. Il y a beaucoup d'études, comme vous dites, qui l'indiquent. Voilà. Non, mais c'est bien. Bon, c'est plus une question. C'est une question qui appartient au passé. Oui, justement, là, quelques exemples dans le travail de sélection de fonds que vous faites, Géraldine. Je sais pas, quels sont les quelques exemples de fonds qui vous paraissent être des fonds intéressants aujourd'hui en matière d'investissement socialement responsable ? Alors, juste en préambule. C'est, bien sûr, les conseillers ne sont pas les payeurs. Je les cite à titre d'information. C'est pour des personnes qui ont un horizon d'investissement qui est au moins de 5 ans. Donc, il ne faut pas venir râler au bout de 3 mois, ça ne marche pas. Et bien sûr, c'est une échelle en général de 6 sur 7. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, je peux dire les fonds que j'aime. Parce que c'est des fonds actions, très souvent. Ce sont des fonds, principalement. Aujourd'hui, principalement, ma connaissance, c'est principalement des fonds actions. On va retrouver des fonds, par exemple, dans les petites sociétés de gestion, comme OTA Capital, avec une gérante que j'aime bien, je la cite, Sandrine Covin, qui d'ailleurs à la SFAF, dans la commission extra-financière, donc qui est quand même assez calé sur le système. Son fonds sillage, Action Internationale, fonctionne très bien. Alors, il est ESG, mais pas ISR, et on voit la subtilité. Il n'a pas le label ISR, mais il est bien dans les piliers ESG. On va trouver plus rigolo, entre guillemets, on va trouver Carmignac Émergent. La société de gestion bien connue, Carmignac Gestion, qui est un fonds ISR. Donc, ça peut paraître un peu curieux comme ça, mais on peut quand même aller loin dans l'ISR, on peut quand même être diversifié dans les actions. On va trouver plus classiquement des fonds d'actions scandinaves comme Norden, SRI, donc le marque, c'est comme le Port Salut se marque dessus, de Lazare Frères Gestion. Très très bonne performance aussi sur l'année glissante, comme je le disais. Et puis un petit dernier pour la route, Eleva, donc chez Eleva Capital, donc Eleva, leader Euro, Small Mid Cap Europe, voilà, c'est dans ce sens-là.
qui marche très bien. Alors lui aussi, il est ESG mais pas ISR. Intéressant, parce qu'effectivement, ça montre aussi la gamme des segments de marché qu'on peut couvrir avec l'ISR, les émergents, les small caps, les nordiques. Les actions dans leur ensemble. Merci beaucoup Géraldine, merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet de l'investissement socialement responsable. Comment choisir ces fonds ISR? Géraldine Métifeux, associée fondatrice d'Alter Egal, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. Et le sujet immobilier du jour, donc, avec Sylvie Filière, je le rappelle, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management. Sylvie, on parle avec vous alors de l'opération OBO en immobilier, Owner Buy Out, une opération de refinancement de ces biens immobiliers. Vous allez nous expliquer effectivement, alors déjà, à quel objectif répond ce type d'opération et comment ça marche? Alors, d'abord, l'OBO, effectivement, c'est un terme qui n'est pas forcément familier pour tout le monde. OBO, on le connaît très souvent dans les opérations capitalistiques, LBO, OBO. Et effectivement, en matière immobilière, c'est le même mécanisme. Alors, de manière schématique, qu'est-ce que c'est qu'un OBO immobilier? Un OBO immobilier, c'est une personne physique qui détient en direct un actif ou plusieurs actifs immobiliers de rendement, de préférence, qu'elle va céder à une SCI, une société effectivement civile immobilière. Elle va le céder et cette société, cette SCI va s'endetter. Elle va s'endetter pour acheter cet actif immobilier ou ces actifs immobiliers. Pour rembourser ce crédit, elle va s'appuyer sur les loyers générés par cet actif immobilier. Donc c'est des biens immobiliers de rendement de préférence. De préférence, effectivement. De préférence, puisqu'effectivement la SCI qui est créée, c'est une SCI qui est créée à cet effet. Alors, elle est créée à cet effet avec le conjoint, les enfants, voire les petits-enfants, et elle n'a pas, en général, d'autres revenus que l'actif qui va être intégré dans cette structure. Donc ça, c'est le schéma, on va dire, simple d'un OBO immobilier. Alors, vous me disiez... L'objectif. Alors, l'objectif, je vais en citer 3 et je vais les hiérarchiser. Pourquoi? Parce que l'OBO immobilier, il répond à un intérêt primordial pour nous, c'est la transmission. C'est transmettre un patrimoine qu'on détient dans la famille depuis un certain temps et qu'on veut conserver, mais qu'on veut transmettre. Alors, vous allez me dire, mais Sylvie, on peut transmettre autrement? Bien sûr. Je pourrais très bien donner la nue propriété à mon fils et garder l'usufruit. Alors, si vous faites ça, c'est vrai, vous pouvez commencer à transmettre comme ça, mais vous restez quelque part dans une sorte d'indivision. Et les décisions, on le sait, peuvent être parfois difficiles. En créant une SCI, vous pouvez rester le capitaine à bord. Déjà, vous restez gérant, vous avez des statuts qui vous permettent de faire pas mal de choses tout seul. Donc, ça permet effectivement de concilier certaines choses qui sont parfois pas faciles quand on est en indivision. C'est une gouvernance différente, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, exactement. Mais vous dites l'objectif, avant tout, ça doit être la transmission. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le premier objectif pour éviter tout ce qu'on appelle requalification fiscale de vente à soi-même. Donc, pour moi, l'objectif primordial, c'est effectivement la transmission. Après, effectivement, il y a un objectif qu'il ne faut pas négliger, c'est liquéfier son patrimoine immobilier. Nous avons des clients qui ont des patrimoines conséquents, très élevés, mais composés pratiquement ou quasi exclusivement d'immobilier. L'âge avançant, il faut effectivement se poser la question et se dire, est-ce que je diversifie pas? Est-ce que je ne vais pas aller vers des placements financiers, contrats de capi, assurance vie, qui peuvent être effectivement très intéressants. Donc, on liquéfie quelque part, puisqu'on récupère un chèque. Bien sûr. On liquéfie son patrimoine. Ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, puisqu'effectivement, je disais que je hiérarchise un petit peu. Dans l'ordre d'importance. Dans l'ordre d'importance, c'est effectivement... quand on détient un actif immobilier en direct, on a des revenus fonciers. Là, on va encapsuler ces revenus dans une structure fréquemment qu'on va utiliser à l'IS. Donc, effectivement, on va un petit peu modifier la fiscalité de ces revenus. Quelles sont les conditions à réunir pour que l'opération soit un succès, Sylvie? Alors, comme je vous le disais, la SCI va devoir emprunter et rembourser son crédit. Alors, effectivement, il faut des loyers. Chez nous, nous ne faisons pas d'OBO immobilier sur des résidences secondaires ou des résidences principales parce qu'effectivement, il n'y a pas de loyer. Donc, dès lors qu'il y a des loyers, effectivement, la SCI va pouvoir rembourser ce crédit. Mais, et je pensais que vous alliez me poser la question, mais parfois, effectivement, on a des actifs immobiliers qui ne génèrent pas forcément suffisamment de loyer pour amortir un crédit sur 15 ans ou 20 ans. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on ferme le dossier? On dit non, on ne peut pas faire cet OBO immobilier. Non, on a d'autres techniques. On a des techniques qui permettent effectivement, parce que on a par exemple des baux 1948 qui sont pas forcément au goût du jour aujourd'hui avec des loyers au marché ou pas indexés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre, si je prends une base 100 de mon actif immobilier, on a une première technique qui est de dire, voilà, votre actif immobilier il vaut 100.
on ne va pas faire une cession pour ça, on va faire un apport cession. Donc on va ventiler, par exemple, 20 d'apports, 80 de cession. Et je rappelle qu'un apport, ça se rémunère comment? Non pas par du cash, un apport en nature. La personne physique va recevoir en échange des titres de la SCI. Donc ça veut dire que l'endettement, il va porter que sur 80. Ouais. Donc effectivement, ça peut être une solution. La deuxième solution, ça peut être de dire effectivement, moi je veux faire qu'une cession. Je veux céder pour 100. Alors comment on fait? On va dire, la société va régler directement les 80. Donc s'endetter pour 80, et on va faire ce qu'on appelle un crédit vendeur avec une inscription de la quote-part qui n'est pas dans un compte courant dans les livres de la société. C'est une dette que la société aura sur la personne physique. Et ce n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que quand il y aura un retour à la liquidité, il faut savoir qu'un compte courant, on peut sortir l'argent sans frottement fiscal. Donc ça, c'est la deuxième technique, on va dire. Oui. Et la troisième technique qu'on peut utiliser, en plus des deux d'ailleurs, c'est que je peux très bien faire un prêt amortissable sur 20 ans et je peux mettre une tranche in fine pour essayer effectivement de permettre et de m'adapter au loyer. Et je peux combiner les trois. Donc ça, si les loyers ne compensent pas toutes les charges, effectivement, il y a toutes ces solutions-là qui permettent de rendre l'opération viable et intéressante. Et éligible. Alors effectivement, si en faisant ces trois techniques, ça ne passe pas, effectivement, vaut mieux fermer le dossier. Il y a peut-être autre chose à faire. Voilà, effectivement. À quoi est-ce qu'il faut faire attention, Sylvie, les écueils ou les complications qu'il faut peut-être avoir en tête? Parce qu'effectivement, quand on parle de l'obo immobilier, effectivement, après, on a une série de clients qui me disent « Ah Sylvie, je veux faire un obo immobilier, ça m'intéresse. » Il faut faire attention. Premièrement, attention à quoi? Au prix de cession. Pourquoi? Parce qu'on peut être tenté, effectivement, de dire je vais dégager des liquidités conséquentes. Attention, parce que effectivement, si je reprends ma base de 100, si je le vends 100 et que mes déclarations IFI, l'actif il était à 80 ou à 60, je vais attirer une certaine curiosité de l'administration fiscale. Donc voilà, on fait attention. Retour au point, c'est-à-dire que l'objectif principal, ça doit être la transmission. Exactement. Mais attention, à l'inverse, un prix trop bas peut générer aussi des problématiques. Pourquoi? Parce que si mon actif, parce que je me dis, moi ce que je veux, c'est transmettre. Oui, c'est ça. Bon, un petit peu de liquidité, pourquoi pas, mais je veux transmettre. Si je mets un prix à 80, je peux être confronté à quoi? À la préemption de la mairie, par exemple. Et donc là, effectivement, je voulais garder ce bien dans le patrimoine familial et je le mets à un prix qui n'est pas le prix du marché. Et une mairie peut tout à fait préempter et dire, tiens, chez Inoccasion, c'est un actif qui a un prix en dessous du marché. Donc le prix doit être à la juste valeur et correspondre à ce qu'on a l'habitude de déclarer dans sa déclaration IFI. Ça, c'est le premier aspect, premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, quand on fait un obo, l'actif doit être pas ou peu endetté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsque je vais générer des liquidités, si ces liquidités sont obérées par le remboursement du crédit, finalement, même si, Grégoire, je reviens, c'est pas l'objectif, mais quand même... ça dessert l'intérêt de l'opération. Ça dessert un petit peu l'intérêt. Ça, c'est le deuxième écueil. Le troisième, je dirais que avant de se lancer dans une opération d'obo immobilier, il faut bien garder en tête que c'est des opérations qui génèrent des coûts. C'est quand même des mutations avec des frais de notaire de l'ordre de entre 7 et 8%, une plus-value. Puisqu'effectivement, selon la durée de détention du bien qui est cédé, il y aura plus ou moins des abattements, mais pas forcément. Donc, c'est la nature d'une opération immobilière classique, qui a des coûts et... Tout à fait. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, si l'intérêt primordial du client, c'est de dire « je veux générer des liquidités », on ne fait pas un obo, il y a d'autres techniques, il y a des crédits hypothécaires basiques où il n'y aura aucun frottement puisqu'il n'y a pas de vente. Donc vraiment, l'obo immobilier, il doit être vraiment un outil de transmission. L'outil de transmission. Avec des bénéfices effectivement éventuels sur la liquidité, sur la fiscalité, évidemment. Mais l'objectif initial, ça doit bien être la transmission. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie. Merci d'être venue nous expliquer les mécanismes donc, de cette opération de refinancement de ces biens immobiliers, l'OBO, Owner Buy Out, avec Sylvie Filière, directeur de la structuration et de l'ingénierie juridique de Natixis Wealth Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.